ensemble euh, un sujet un peu particulier, assez central, sans doute le plus urgent de disons, de l'agenda de la relation transatlantique. Voilà, donc je vais me présenter et présenter rapidement nos panélistes. Donc moi, je suis Gurvan Lebras, je suis chef de division adjoint pour le policy planning au service européen d'action extérieure, et par ailleurs diplomate français. Voilà, donc avec nous sur le panel aujourd'hui, donc dans l'ordre, Maud Kessa. Donc Maud, bienvenue. Tu es maîtresse de conférence, maître de conférence, comment tu préfères? Alors, il faudrait demander à Trump. Ok, master des universités, directrice du domaine Europe Espace Transatlantique Russie à l'IRSEM. Anastasia Chapochkina, bienvenue. Maître de conférence. Maître de conférence, je suis vraiment ouvert aux deux. En géopolitique à Sciences Po et tu présides le think tank Eastern Circles à Paris. Laurent Borzio, chercheur à l'École nationale d'administration publique. Et associé à un nombre, j'ai trouvé assez impressionnant, de centres universitaires au Canada, à Montréal et Grenoble. Donc, merci. Et enfin Camille Grand, tu es senior fellow. Distinguished Policy Fellow, ça fait très bien. Fellow. Ici, enfin, voilà. Je n'ai pas ma fiche, mais je n'ai pas besoin de fiche. Je pense que je te connais bien, et puis je pense que tout le monde te connaît. Donc, on va avoir le plaisir de t'entendre sur les autant. Tu es un de nos meilleurs spécialistes des relations et de la présence française. Toucher l'ordinateur, il faut toucher l'ordinateur. Merci. Voilà. Je pense que notre discussion donc, va nous permettre de poser un petit peu comment l'Europe, comment la relation transatlantique au sens français et aussi au sens européen peut s'adapter à la nouvelle donne américaine dans le cadre des objectifs stratégiques qu'elle poursuit vis-à-vis du conflit en Ukraine. Moi, j'avais noté, en ce qui me concerne, comme question fondamentale, c'est de la capacité à soutenir les objectifs de l'agression russe en Ukraine. Je pense que je vais m'arrêter là. Moi, je suis avant tout curieux, vraiment curieux de voir comment des idées françaises en la matière, qui sont des idées anciennes mais bien connues, bien identifiées aujourd'hui, je pense, de plus en plus largement partagées parmi les Européens. Comment elles peuvent trouver une transposition pratique aujourd'hui, à l'heure où il est effectivement nécessaire de penser un certain nombre de sujets d'autonomie, de sujets capacitaires, de sujets d'objectifs stratégiques d'une façon désormais divergente avec celle des États-Unis. On va sans doute parler aussi des différents scénarios possibles. Est-ce qu'il va falloir quel degré justement de mobilisation il va falloir être capable d'atteindre pour pouvoir répondre à ces défis. Je pense que pour travailler au sein du système européen maintenant, au sein des institutions, voilà, je pense que la question mais c'est tout sauf une conclusion, c'est plutôt ma problématisation du sujet. Je pense que la question n'est pas celle de savoir ce que vu de Paris, on pourrait considérer qu'il faudrait faire, mais plutôt de savoir comment on peut en convaincre les autres Européens et comment construire un plan qui permette d'arriver à socialiser, d'arriver à surmonter les différents blocages que les pays européens, pour des raisons historiques, voilà. Donc, puisque j'avais promis de ne pas être trop long, je vais m'arrêter maintenant. Chacun de nos panélistes va parler entre 10 et 12 minutes. On fera ensuite éventuellement une petite relance et vous aurez évidemment la parole jusqu'à la fin de la séance pour poser vos questions. Maud, je te passe le micro.
Merci beaucoup, Gurvan. Alors, ravi d'être avec vous. Merci au Rubicon et à IRSEM Europe de nous recevoir et à toute l'équipe qui a savamment œuvré pour la réalisation de cette belle conférence. Je suis ravie de m'exprimer sur ce panel. Alors, mon rôle ici, ça va être, comme Julien Fernandez nous y a invité, c'est d'apporter ma pierre à l'édifice avec d'un point de vue académique, avec mon domaine de spécialité qui est l'histoire et aussi la civilisation américaine, et pas seulement mon point de vue en tant que directrice du domaine espace Atlantique Russie. Pourquoi? Parce que je pense que c'est intéressant de reboucler avec un certain nombre de thèmes qui ont été déjà esquissés ce matin lors du premier panel pour préciser finalement à quoi nous avons affaire aujourd'hui dans cette nouvelle donne de la relation transatlantique que tu évoquais, Gurvan, à savoir finalement quel est ce Trumpisme avec lequel nous allons devoir dialoguer pour résoudre une des questions majeures et cruciales de cette relation transatlantique, à savoir donc la guerre en Ukraine vue de chez nous, et on pourra revoir aussi l'utilisation des termes du débat, mais là mon point ça va être d'utiliser en fait le point de vue de Washington, et pas que le point de vue de Washington, le point de vue de cette nouvelle équipe qui est autour de Donald Trump et finalement dont nous avons peu parlé depuis ce matin, puisqu'on s'est concentré sur l'exécutif et sur le président Trump, sans véritablement parler de cette nouvelle équipe qui arrive avec lui et avec laquelle nous allons devoir composer. Et me semble-t-il, c'est donc un élément majeur que j'aimerais remettre ici un petit peu en perspective. D'abord, sur la question de la guerre en Ukraine, on a parlé des discours ce matin, je trouve ça extrêmement intéressant, car la question de la guerre en Ukraine, c'est d'abord invité lors de la campagne 2024 dans l'agenda des différents candidats à la présidence et dans l'agenda de Trump et de son vice-président, qui a été annoncé à l'été 2024, comme vous vous en rappelez. Et le vice-président à venir a pris des positions particulièrement remarquées sur la question ukrainienne, position qu'il a maintenue. Et je parle ici de J.D. Vance, dont il a été encore une fois peu question ce matin. Donc, c'est des discours et une politisation peut-être de cette crise internationale qui s'est invitée dans le débat intérieur. Et si on doit revenir sur un certain nombre peut-être d'appréciations de cette crise en Europe du point de vue des Américains, j'aimerais rappeler aujourd'hui que les dernières études qui ont été réalisées notamment par le Pew Research Center montrent que 3 Américains sur 10 pensent que la menace russe n'est pas une menace pour les États-Unis et que ce n'est pas la priorité des Américains. Et si on va dans le détail aussi des chiffres, puisque j'ai parlé de politisation, et ça me paraît quand même assez intéressant, plus de 63% des républicains pensent que les États-Unis en font bien assez quand il s'agit d'apporter du soutien à l'Ukraine. Ce point de vue n'est bien sûr pas partagé par les démocrates et sympathisants démocrates qui, eux, pour plus de 30% d'entre eux, pensent qu'au contraire, les États-Unis font assez pour venir en aide à l'Ukraine. Maintenant, puisqu'on parle des discours et des perceptions, on a tous eu un point de vue, une perception du discours d'investiture de Donald Trump, puisqu'il a particulièrement attiré l'attention. Et vous l'aurez remarqué comme moi, dans ce discours d'investiture, il n'a été question ni de l'Ukraine, ni de la Russie. Et un petit peu de la Chine, mais ça, je laisse à discuter pour le panel suivant. Ni de l'Ukraine, ni de la Russie. Comment interpréter cette absence dans le discours de Trump? Est-ce que certains ont pu le noter comme une forme de désintérêt ou de non-priorité? Ou au contraire, est-ce que c'est, puisqu'on est dans une stratégie qui est parfois celle de la surprise, celle de retenir finalement ce que serait la véritable ligne de Trump en ce qui concerne la question ukrainienne? C'est une question qui se pose et qui est intéressante. Et là, je vais sortir mon autre casquette d'observatrice des relations transatlantiques et des États-Unis, celle de l'historienne qui a entendu dans ce discours et dans les différentes prises de position de Trump plutôt des échos à une période bien connue de l'histoire américaine qui est celle du reaganisme. Alors non pas que Trump et Reagan soient en accord en tout point, mais tous les deux, ils ont quand même déjà ce point commun que Trump adore Reagan pour plusieurs raisons et sans doute pour une raison majeure qui n'est pas proche du dossier ukrainien mais qui
qui tient à la communication stratégique ou pas stratégique que Reagan pouvait avoir, à la fois auprès de la population américaine, mais aussi auprès des autres des pays étrangers, alliés pour Reagan, qui était quand même très investi, qui a été très investi donc, dans ce qu'ils appellent la résolution ou la victoire de la guerre froide. Et toute cette histoire et ce contexte est extrêmement important pour comprendre ce qu'on a essayé d'esquisser aussi ce matin, à savoir le mindset, la carte mentale des dirigeants américains et de Trump en particulier. Trump, il n'y a pas que Biden qui avait un certain âge et qui raisonnait un peu comme au temps de la guerre froide contre l'Union soviétique. Trump aussi a ça en tête, même si son compétiteur stratégique majeur, c'est la Chine et pas la Russie. Mais toutefois, il y a quand même cette résonance importante. Donc, l'ambition pour Trump, ici, c'est de pouvoir aussi remporter, je n'utiliserai pas le terme de nouvelle guerre froide, même si mes collègues américains se plaisent à l'employer. On est en Europe et je serai très prudente sur cette utilisation. Toutefois, cette compétition avec la Chine, Trump veut la remporter et ça, c'est à la priorité de son agenda. Et donc, toute manifestation maximaliste de la puissance sera donc dans cette perspective, dans cet objectif. Donc, je pense que c'est des caractéristiques vraiment à garder à l'esprit. Et puis, si je devais encore un petit peu tirer le fil en parlant finalement de l'arrivée de Reagan et d'une révolution conservatrice, certes, Trump n'arrive pas avec des conservateurs, des néoconservateurs, mais des MAGA. Et la révolution qui est à l'œuvre aux États-Unis aujourd'hui, c'est une révolution politique et une révolution des nationalistes qui bouleverse l'appareil d'État, le processus décisionnel et aussi l'ensemble des acteurs avec lesquels on va devoir, donc, comme je le disais en préambule, discuter et converser. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette révolution nationaliste qui est à l'œuvre se manifeste certainement par des purges au sein de l'appareil d'État qui sont pas à venir ou annoncées, mais actuellement à l'œuvre dans certains ministères qui nous intéressent particulièrement, le département d'État, mais aussi tout l'appareil de renseignement américain, et puis le Pentagone qui n'est pas épargné par donc cette ligne qui est menée par donc le nouveau responsable du Pentagone, Exef, et puis également Marco Rubio, qui a pris un certain nombre de positions intéressantes qui nous interpellent concernant le dossier en Ukraine, le premier dossier étant celui de l'assistance économique et humanitaire en particulier, qui est donc un grand moyen mis en œuvre par les États-Unis pour être présents dans les conflits. Et cette aide économique et humanitaire, elle passe par les agences paragouvernementales et notamment par USAID, qui est devenu en fait le grand, la première victime de ce phénomène-là, et par effet donc évident de ricochet, immédiat, c'est un manque important et une vulnérabilité aussi pour la question ukrainienne. Tout cela, pour moi, n'est pas un manque de cohérence, mais au contraire, s'inscrit dans un agenda assez clair, qui est celui d'essayer de rationaliser l'appareil d'État, même si on peut penser, ou on peut croire on peut penser que Trump n'est pas toujours rationnel dans ses prises de décision. Moi, je pense qu'il y a plutôt de la madman theory derrière tout ça, et qu'ici, il y a une ligne assez claire. Et si on écoute aussi sa nouvelle équipe, toutes les nouvelles décisions, même si elles datent d'il y a 10 jours ou qu'elles étaient inscrites dans un certain nombre d'annonces, s'inscrivent dans cette idée qu'il faut essayer d'être efficace, donc de lutter, et ça c'est aussi, ça fait partie aussi des grands récits trumpistes contre la corruption. Et donc c'est un discours qui peut s'entendre auprès de certains responsables politiques au Congrès. Il me reste environ 1 minute et demie, allez, on va dire 2, parce que comme ça, je laisserai suffisamment de temps à mes copanélistes. Si Trump aussi a retenu peut-être une leçon de Reagan, qui passe d'abord par les mots, puisque dans les deux cas, ce sont des grands communicants qu'on peut plus ou moins critiquer. Le slogan de Trump, c'est la paix par la force. Donc ça, on l'a bien compris. C'est cette vision maximaliste de la puissance, mais qui, pour l'instant, a pour objectif de se concentrer non pas sur l'espace sur l'Europe,
mais sur sa sphère d'influence à lui. Et ça, on en a déjà parlé aussi ce matin, on a parlé des Amériques. Notre collègue tout à l'heure évoquait le fait que Trump se concentre aussi sur l'Amérique latine. C'est là qu'il y a des intérêts pour les États-Unis. Je dirais au sud des États-Unis comme au nord, et les Européens ne peuvent pas ignorer cette réalité des préoccupations américaines, qu'elles soient gouvernementales ou qu'elles soient au sein de l'opinion publique américaine. Si on n'a pas ça dans notre carte mentale à nous, eh bien on ne pourra pas véritablement avoir des points de discussion. Alors, on a beaucoup parlé de Reagan, on a aussi parlé de Jimmy Carter, malheureusement, au début de cette année, à un moment finalement où effectivement le paradigme de la politique étrangère américaine semblait basculer. Donc c'était un moment important. Mais moi finalement je terminerai pour ouvrir la discussion sur la possibilité des négociations et peut-être des effets de manche ou des autres interlocuteurs qu'on pourrait actionner dans cette discussion difficile. Il y a un autre président qu'on aurait à l'esprit, c'est Nixon, non pas parce qu'on pensait que c'était un madman president, mais aussi parce que Nixon, qui connaissait très très bien la politique étrangère, a, vous vous rappelez, voulu jouer dans une période qui était celle de la guerre froide, le China Card, la carte Chine. C'est une carte importante à jouer dans ce jeu-là. Donc finalement, je lancerai un certain nombre de teasers, mais il y a un point qui me paraît aussi très important, c'est ne pas sous-estimer l'ensemble des courants nationalistes qui sont autour de Trump, qui sont majoritairement représentés par son vice-président J.D. Vance, mais pas seulement. Il y a beaucoup de guerres intestines à l'œuvre au sein de ces courants politiques, et ces courants politiques nationalistes blancs aux États-Unis qui ont permis l'élection de Trump sont très organisés en réseau politique, en réseau d'influence sur les réseaux numériques, sur 4chan, sur Telegram, pas que sur Truth Social, et pour suivre leur idée et leur représentation de l'Europe et du conflit en Ukraine, il suffit d'aller regarder parfois ce qui se passe sur les réseaux numériques. Donc ne pas oublier que toute cette question et ce conflit se joue certes dans les dialogues diplomatiques avec ceux qui restent, mais il se joue aussi avec les opinions publiques et sur les réseaux numériques. Et ça, Trump l'a bien à l'esprit, et l'ensemble des barons de la tech qui l'accompagnent l'ont aussi particulièrement à l'esprit. J'ouvre ici le débat et je laisse la parole aux perceptions ukrainiennes de cette nouvelle relation qui s'installe. J'ai appris aussi que ça marchait très bien si je parlais un peu. Merci beaucoup pour cette criminologie un petit peu des différentes figures. J'ai pas vu tous les criminels encore. Qui permet, enfin, je note en particulier cette piste, cet assujettissement du sujet au fond de la question ukrainienne de la Russie à plein d'autres sujets qui sont beaucoup plus prioritaires, de politique étrangère, d'organisation et de l'influence dans le camp MAGA, et évidemment des priorités que l'Amérique est en train de redéfinir sur la politique étrangère. Et c'est ma transition vers Anastasia, puisque justement en termes d'assujettissement d'un sujet différent, plutôt de la façon dont nous voyons le conflit ukrainien à des considérations liées à des politiques différentes, je pense qu'il y a un aspect sur lequel je crois que tu vas intervenir, qui est la dimension énergétique. Elle nous intéresse doublement, pas tant que ça, peut-être pas. D'accord, donc je laisse la parole pour essayer de Merci. C'était la fois de réponse. Donc là, justement, Maud a commencé à nous présenter le vue de Washington. Moi, je rebondirai sur le vue de Kiev sur Washington. Et moi, je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est que, notamment, c'était vraiment dans mon ouverture, c'est que l'Ukraine est très bas sur la liste des priorités de Trump. La Russie est très bas sur la liste des priorités de Trump parce qu'ils sont très bas sur la liste des priorités de son électorat. Mais, mauvaise nouvelle, c'est que l'Europe est aussi très bas sur la liste des priorités de Trump pour la même raison. Et s'inscrit dans la même conjoncture géopolitique. Illustration, moi je prendrai une illustration sur l'Europe qui vient d'ici même, de l'IRSEM. À l'ouverture de l'IRSEM, il y a
plus ou moins un an, il y avait quelqu'un de German Marshall Fund qui était ici et qui partageait un témoignage super intéressant de Johns Hopkins School of Foreign Service, SAIS, où il a dit, déjà évidemment, donc la partie de la bibliothèque de SAIS dédiée à l'Europe était fermée. SAIS a décidé de le fermer. C'est une des 6 écoles, meilleures écoles des affaires étrangères, parce qu'il n'y avait plus d'intérêt par les étudiants pour les affaires européennes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait donc, ayant fermé cette partie de leur bibliothèque? Ils ont élargi, en revanche, la partie de leur bibliothèque dédiée à la Chine, ce qui rejoint complètement temporaire. C'est juste une illustration comme comment les USA sont loin de l'Europe. Et quand je dis l'Europe, pour moi, ça comprend l'Ukraine aussi. Donc, ils sont loin de l'Ukraine parce qu'ils sont loin de l'Europe. Et il y a dans l'esprit et dans leur compréhension. Ça comprend Donald Trump, ça comprend son entourage. Et ça comprend aussi, et ça se reflète pas seulement dans cette illustration de John Hopkins, c'est vraiment déjà l'exemple le plus important, mais surtout ça se reflètera et ça se reflète par la priorisation du financement. On a vu ça pendant le premier mandat de Donald Trump, on a déjà vu ça, et on va le revoir encore pire dans tout ce qui est les départements dédiés à l'Europe, dans le Department of State, Department of Defense, et tous les services qui disposent des services analytiques et de services de relations diplomatiques. Et maintenant, tout ça, pendant le deuxième président de Trump, sera amplifié par l'incompétence qui est introduite justement dans ces sphères, et notamment dont le meilleur exemple est la nomination de Pete Hegseth, la personne peut-être la plus incompétente pour prendre la tête de Pentagone. Si vous n'avez pas pris le plaisir d'écouter même les meilleurs moments de son interrogation dans le Congrès, dans le Sénat, je vous recommande de le faire. Il n'est qu'1h30 et c'est vraiment, ça va vous rester beaucoup avec vous pendant les prochains 4 ans. Et donc là, ça nous amène aussi à la question quelles sont les priorités. Et pour moi, quand on regarde sur tout ce que Trump a dit, tout ce qu'il a fait auparavant et tout ce qu'il a répété à dire, pour moi, il est vraiment... Je ne m'entends pas aux surprises avec Trump parce qu'une des choses pour lesquelles son électorat lui aime beaucoup, c'est pour les choses qu'il dit ce qu'il a promis. Il fait ce qu'il a promis, pardon. Il fait ce qu'il a dit. Et là, le Groenland s'explique, parce qu'on a discuté beaucoup dans la première panel, elle s'explique parce que si on réfléchit pourquoi il parle de Groenland, parce qu'il y a quand même des réserves de pétrole au Groenland qui sont énormes. C'est la même raison pour laquelle il parle de l'Alaska. Et c'est là où je vais quand même faire un pas vers l'énergie, parce que pour moi, et sur ça, on va vraiment finir dans les discussions, commencer à finir tout de suite la discussion sur l'énergie, mais pour moi, tout ce on peut considérer qu'est-ce que Trump va faire pour les sanctions sur la Russie, etc. Pour moi, ce débat n'est pas passionnant parce qu'on a fait beaucoup de recherches à Eastern Circles sur les sanctions. On a organisé des conférences avec le Parlement européen, l'Assemblée nationale, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas les sanctions qui portent sur la Russie. Ils portent, mais ce n'est pas ça qui va tuer la Russie. Mais par contre, l'idée de Trump d'augmenter incroyablement la production du pétrole, y compris en Alaska, y compris potentiellement, imaginons, en Groenland, ça serait brillant, brillantissime, parce que ça, par les forces de marché, amènerait en bas les prix du pétrole et la Russie, en différence en ce qu'elle a pu faire en 2016, quand elle avait déjà ces coupes qui ont été faits, elle ne pourrait plus baisser sa production pendant longtemps, parce qu'il n'a plus de capacité budgétaire de le faire. Donc ça, c'est pour adresser les questions énergétiques. Je pense là, on peut balayer. Si je peux juste répondre à un premier panel sur le commentaire qu'il faut se méfier aussi de l'achat de GNL américain. Il faut se rappeler que si on peut se méfier de l'achat de GNL américain, tout ce qu'on veut, mais la France, par exemple, qui est un des acheteurs GNL importants en Europe, elle n'achète pas tout à fait le GNL du tout. S'il n'achète pas des États-Unis, il achète tout simplement de la Russie. Donc, il n'y a pas 100 000 solutions. Si on achète GNL, il faut se rappeler, il y a plus ou moins 3-4 sources. Voilà, après, il y a les facteurs qui restent. Mais ça, on va fermer les parenthèses sur l'énergie, si vous me permettez. Donc, pour revenir sur cette question, quel est le but de Kyiv de Washington? Justement, pour moi, donc, cette motivation qui est menée par l'argent, elle est par l'argent, donc par pétrole, tout ce qu'on veut. Donc, elle peut vraiment structurer la politique étrangère, comme on a déjà vu structurer sous le George W.
On a déjà vu ça en Irak. C'était structuré par ses motivations et dans ce sens, on pourra le rebattre. Mais ce n'est pas les considérations géopolitiques qui vont mener, à mon avis, la structuration de la politique étrangère de Trump. Et donc là, j'arrive vers ça. Avec ça, j'arrive à l'Ukraine. Donc, à Kyiv, la victoire de Trump, déjà, était la seule anticipée. Jamais les élites, on a fait 3 voyages en Ukraine, on a eu plein d'entretiens avec les représentants du gouvernement, du business, de la société civile. Jamais on a entendu une personne qui sérieusement parlait pendant tout 2024 sur une possibilité, qui a même entretenu une possibilité de la victoire de Kamala Harris. On a rencontré 0 personne. Tout le monde était plus ou moins de l'opinion que le plus probablement Trump va gagner. Et là, c'était une grande surprise. Heureusement, on se prépare pour ça. Et on espère qu'il va gagner. Parce que, et ça, c'est quand même une opinion très prévalente, qui existe et qui est très amère. On espère qu'il va gagner parce qu'on en est marre de death by a thousand cuts par Joe Biden et par la politique européenne de nourrir par la petite cuillère de l'aide militaire qui permet justement à prolonger le conflit et qui espère que l'Ukraine va se épuiser avant que la Russie ne perd. Et donc, là, ils savent qu'avec Donald Trump, ils ne savent pas ce qu'il veut dire. Il va tout couper d'un coup, tout couper plus ou moins plus tard, ou augmenter l'aide, mais au moins, ils espèrent d'avoir une action décisive. Ça, c'est l'espérance. Je ne parle pas de la réalité, là, je parle des espérances. Donc, de vue de ces développements par Kyiv, c'est vraiment quelque chose, un sentiment très, très prévalent. La deuxième chose, c'est que donc, ces décisionnaires donc, en Ukraine, donc dans les cercles, encore une fois, politiques et business notamment, ils ont notre crainte. Bien sûr, dans les situations militaires désespérantes aujourd'hui, dans les situations où il n'est pas seulement un manque de personnes, mais aussi un gros sous-équipement. Et dans les situations où le front se change, on parlait, ça changeait, mais drastiquement dans les 3 ans, où aujourd'hui, et on peut... L'expérience, c'est que les gens se trouvent dans les tranchées et leur job, dans les tranchées où ils tiennent la ligne de front, on ne parle pas de course maintenant, mais là où ils tiennent la ligne de front, leur job, le primaire, c'est de ne pas se montrer de tranchées. Parce que le moment où ils se montrent de tranchées, le moment où il y a quelque chose qui bouge, le drone arrive et il les abat. C'est la guerre de drones, et tout ce qui bouge, c'est abattu plus par les gens qui sortent de tranchées pour tirer, c'est abattu par le drone de tel ou tel côté. Donc, c'est extrêmement, la situation sur le front, elle est extrêmement différente de ce qu'elle était il y a 3 ans. Et les gens qui sont dans les tranchées, ils sont extrêmement sous-équipés. Donc, ils doivent rationner toujours leur abus de l'artillerie, ils doivent rationner leurs mines. Donc, c'est vraiment les quantités, et ça, on le sait parce qu'on a échangé avec des gens qui venaient de revenir, qui ont passé 2 ans sans repos sur la ligne de front, vraiment dans les endroits le plus chauds. Donc, on a échangé avec les troupes spéciales. Aussi, ils ont nous parlé de ratio de mines par personne, de 3 mines par jour. Je vous rappelle, les dernières semaines, plus ou moins, les ratios moyennes de frappe de la Russie sur l'Ukraine, c'est 90 missiles balistiques, y compris balistiques, par jour. C'est 504 par jour. Et c'est des centaines de drones par jour, y compris les drones de cofabrication russe-iranienne, qui peuvent être fabriqués en Iran aujourd'hui ou en Russie. Okay? Donc, dans ces conditions difficiles militaires, ce que les gens ont partagé avec nous, ce dont ils ont peur, c'est pas tant d'écroulement de la ligne de front, dont ils ont aussi peur, bien sûr, mais ils ont encore plus peur d'écroulement de l'arrière. C'est qu'en Europe, ça se dissout complètement parce que l'extrême droite va gagner dans un pays après l'autre ce qu'ils sont en train de faire. Et qu'il n'y aura plus de l'ayé. Dans les conditions, quand ils comprennent très bien, Trump peut justement s'effacer ou arrêter d'un coup l'aide militaire. Donc, il sent bien. La réponse qu'il donne, c'est donc, ce qu'ils peuvent faire, donc, dans le sens que sur les circonstances, si on pense philosophiquement, sur lesquelles ils peuvent influencer, c'est l'augmentation de leur BITD ukrainien. Aujourd'hui, par exemple, pour vous donner un exemple, KNDS, elle peut fabriquer, donc en 2024, ils ont donné un chiffre, on peut fabriquer 6 Césars par mois.
C'était le chiffre qu'ils ont donné en 2024. Je pense que ça reste plus ou moins autour de 6 Césars par mois aujourd'hui. Aujourd'hui, l'équivalent de César, qui est plus simple, moins cher, donc en Ukraine, Bogdan, les capacités de fabrication, c'est 35 par mois. L'Ukraine a commencé la fabrication de ces missiles, mais ce qui a changé la guerre, et ce que je veux venir justement sur le troisième point, les garanties de sécurité, un autre point évoqué lors du premier panel, qu'il faut les garanties de sécurité. Je veux souligner qu'il y a 28 garanties de sécurité qui ont été signées lors de 2024 avec l'Ukraine, y compris par presque tout État européen. Ma question, c'est qu'est-ce que signifient ces garanties de sécurité? Tout simplement. Dans les conditions, on a découvert que l'Europe n'est pas au point d'avoir la capacité de production suffisante pour faire face à la guerre de grande échelle moderne et conventionnelle, tout ce qu'on peut rêver sur la détérioration, de nuclear deterrence, dissuasion, merci beaucoup, dissuasion nucléaire, tout ce qu'on peut rêver de la dissuasion nucléaire, on peut en rêver, mais la guerre reste aujourd'hui conventionnelle, de grande échelle, et l'Europe s'est démontré absolument incapable de faire face à cette capacité de production, donc quantitativement, mais qualitativement, l'Europe est complètement à côté de la plaque. Parce que, avant l'invasion totale de l'Ukraine, 80% de toutes les casualties, de tous les morts, les blessés sur la ligne de front, dans les guerres comme ça, seront faits par l'artillerie. Aujourd'hui, de 60 à 80% de toutes les casualties que l'Ukraine fait à la Russie, ils sont faits par les drones type FPV. Attention, pas par les drones. Il n'y a plus de gros drones, ça c'est fini ça. Le drone type FPV, les petits drones. Okay, tout petit. Et la Russie, inversement, la même chose. 60% de tout ce qui est casualties que la Russie envoie sur l'Ukraine sont faits par les drones. Où est-ce que l'Europe aujourd'hui, sur la production, mais surtout sur la compréhension de ce domaine militaire et de l'intégration de cette technologie qui détermine la guerre dans ses doctrines militaires et dans son BITD et dans ses équipements militaires? Et la réponse à cette question, où est-ce que se retrouve l'Europe aujourd'hui par rapport à la technologie militaire moderne? On l'a vu il y a une semaine en France, dans tous les journaux, il y avait cet espoir de la brigade 155, il y a 2 semaines, qui est revenu, qui était entraîné en France, qui est revenu en Ukraine, et ensuite qui était incapable de mener la bataille. Donc, il y a beaucoup de gens qui étaient massacrés vraiment rapidement, parce qu'ils n'ont pas appris comment utiliser les drones et les systèmes de la guerre radioélectronique. Ce n'était pas la critique, d'ailleurs, de la France, c'était la critique de les manuels d'entraînement de l'OTAN, parce que la France n'a rien fait de spécial, ils ont juste repris les manuels d'entraînement de l'OTAN qu'ils utilisent eux-mêmes. Ils n'ont pas mieux. Ils ont fait la même chose qu'ils font chez eux et ils ont appliqué à l'Ukraine, sauf que ce n'est pas applicable. Et pourquoi ce n'est pas applicable? On a discuté de ces questions même hier lors de notre conférence Ukraine au Sénat par Charles avec le général Breton, le général qui est directeur de 6D, le centre de l'innovation, de planification, expérimentation. Mais la France, et comme tous les pays européens, tout le monde le reconnaît, c'est que c'est dans le BIPD, c'est que du coup, c'est pas capable de le faire parce qu'ils sont vraiment loin derrière sur la compétence de drone, sur la compétence de la guerre radioélectronique en Europe. Et ça, c'est un grand problème. Donc, pour justement revenir à la conclusion, merci. On ne peut pas la conclusion, justement. Donc, la guerre en Ukraine nous montre que une chose, c'est que quand même, ça dépendait beaucoup de l'aide américaine. Et pour revenir à nos oignons, quand même, il s'agit. Aujourd'hui, on est face à la situation qui n'a pas commencé pour moi, en tant qu'américaine de régime ukrainien, qui n'a pas commencé hier, qui a commencé en 2008 avec la présidence d'Obama. C'est le, on peut dire, retrait des États-Unis, graduel, mais certain, de la géopolitique mondiale. Et c'est plutôt ce retrait qui est la situation normale, conventionnelle pour les États-Unis. La situation de le leadership américain dans la géopolitique, c'était une situation plutôt quand même minoritaire sur la durée de l'histoire américaine, qui était là seulement pendant les dernières 80 ans. Et donc, on peut dire même que l'Amérique revient sur ses pas, elle revient sur la situation normale, entre guillemets. Donc, dans cette situation, l'Europe reste dans la même zone géographique et dans la même zone de priorité pour Trump que l'Ukraine, que la Russie même. Parce que Trump, il pense les grands pouvoirs. Le grand pouvoir aujourd'hui, c'est pas la France, c'est pas Bruxelles, c'est pas Kyiv, c'est pas Moscou, c'est que la Chine. À vrai dire, c'est que la Chine. Et là, si
parapluie américain se lève de la sécurité, qu'est-ce que l'Europe va faire? À mon avis, la réponse à cette question, c'est que l'Europe va réfléchir pour soi. On ne veut pas juste se dire, mais on n'a rien à faire. On est trop faible, on est trop petit. Si l'Ukraine réfléchissait comme ça, il serait plié, comme tout le monde a pensé, dans 2 semaines après l'invasion. Mais le plus important, et ça, tous les généraux disent ça, c'est l'esprit de motivation, c'est le mental. Qu'est-ce qu'on pense de soi? Et c'est le mental qui détermine après la capacité de production, la capacité d'innovation et la capacité après de faire face à l'ennemi qui aujourd'hui pour l'Europe, la Russie belliqueuse. Perspective ukrainienne. Nous avons un deuxième micro, parfait. Donc, Laurent, la parole. Il marche? Oui, non? Est-ce qu'il marche? Et là, Après, c'est le qui sont fermes. Tu es là, Laurent? Non, je pense. Bon, Merci. bien, Bien. j'étais un tueur, attends. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à remercier la Saint-Laurent et naturellement le Rubicon pour l'invitation, également l'équipe derrière organisatrice. En partie de celle-ci, je connais tout le travail qui est derrière. Donc moi, mon intervention portera plus sur l'impact de la guerre russo-ukrainienne sur les orientations stratégiques nationales au sein de l'Alliance, avec le cas plus particulier de la France, où d'une certaine manière, on pourrait parler de la manière dont j'ai intitulé cette communication, vers un exorcisme de l'image de l'allié réticent au sein de l'Alliance, puisque c'est un spectre traîné au pied depuis un moment. Et fondamentalement, donc cette intervention prend 3 volets. Premièrement, un volet sur l'évolution et les limites de la posture stratégique de la France suite à la guerre russo-ukrainienne. Un deuxième volet sur comment analyser cela, comment l'expliquer. Et un dernier volet sur justement quel est l'impact des élections de l'an dernier, les perspectives d'évolution. Bon, quel est déjà le constat de base? De base, c'est qu'en 3 ans, on a eu donc des évolutions assez remarquables, beaucoup de limites quand même aussi dans l'évolution de la posture stratégique française. On a eu des évolutions sur le comportement par rapport à la guerre ukrainienne, sur comment se positionner vis-à-vis de Kiev, sur la relation avec la Russie, également sur les configurations au sein de l'architecture circulaire transatlantique et la relation UE-OTAN. Et au-delà de ce qu'on pourrait dire sur le sujet, si on regarde au niveau du président français, puisque dans le cas français, on a tendance à faire souvent une personnification justement de la politique étrangère de défense française à cause du pouvoir du président, on est passé de l'image de la colombe au début du conflit à l'image ensuite du faucon, il y a un an, c'est-à-dire le moment où il y avait l'évocation pour la première fois de troupes en Ukraine, à désormais depuis 6 mois, l'image du canard boiteux. Et depuis 6 mois, donc, on est dans une situation où il y a des contraintes qui se posent au niveau institutionnel en France. Et en fait, au-delà de ce constat de cette évolution, ce qu'on a, c'est qu'on a véritablement l'abandon et ce que j'appelle un exorcisme de cette vieille image qui est déjà désuète des perceptions de la guérison, parce que dans les faits, je ne sais pas pour ça, ça fait déjà un moment que c'était plus vraiment le cas, mais c'est quand même une image qui pouvait traîner, donc on a vraiment la fin de ça, mais on n'a pas pour autant l'imposition d'une autre image forte de leader au sein de l'Alliance, et en fait on a une transition en quelque sorte qui serait incomplète, avec au cours des 36 derniers mois, plusieurs évolutions et changements qui vont dans un sens plus favorable à l'Alliance, mais aussi pas mal de positions contraires ou en incohérence avec les décisions prises initialement. Pour donner juste quelques exemples, bon, la France n'est pas le seul dans ce cas-là, le Canada aussi partage cette particularité. On parle à tout bout de champ depuis 36 mois d'économie, de guerre, en particulier depuis le dernier budget français qui n'est pas encore voté, on parle plus de faire la guerre pour les économies. On a une faiblesse des dépenses militaires, en général, mais à côté de ça, on a des positions fortes sur le fait de créer, de développer un pilier européen de l'OTAN, la promotion, on va parler de l'élargissement de l'UE vis-à-vis de l'Ukraine, mais également de l'OTAN, la tenue également de discours de plus en plus favorables vis-à-vis des Européens de l'Europe centrale. Mais à côté de ça, on a une absence de proposition de coopération véritable menée
par Paris entre les éléments de la NATO Response Force et les groupements tactiques de l'Union européenne, où sont une nouvelle force de réaction rapide de l'UE. On a également, même si c'est passé aux oubliettes et que ça paraît daté de plusieurs années, un discours il y a à peu près moins d'1 an de cela du président français, où on avait à nouveau mis en avant l'IEI, l'Initiative européenne d'intervention, qui désormais repasse dans les oubliettes. Et parmi les autres incohérences, on a des partenaires français au sein des groupements tactiques de l'Union européenne qui sont toujours aussi limités et où, dans les faits, la France ne coopère quasiment pas avec des pays d'Europe centrale, orientale ou même nordique. Donc, à partir de là, comment expliquer cela? L'argument que j'ai par rapport à ça, c'est qu'on peut l'expliquer à travers ce qu'on appelle la théorie des rôles, c'est-à-dire l'idée que les États ont plusieurs rôles parfois contradictoires sur la scène internationale. On peut faire une équivalence ici avec le modèle de sous-culture stratégique. Et en fait, ce que l'on a, parce que dans le cadre de la théorie des rôles, il y a un volet stratégique, un volet objectif, précis, et un volet instrumental, c'est-à-dire les moyens qui sont employés, les choix qui sont faits. Ce que l'on a en fait actuellement, depuis 3 ans, c'est une évolution des rôles typiques de la France au niveau des 2 rôles dominants qui étaient ceux que revendique Paris depuis déjà plusieurs années, à savoir le rôle de grande puissance, mais aussi le rôle de promoteur du renforcement de l'autonomie stratégique européenne. Et en fait, ce qui marque un changement au cours des 3 ans, mais qui a été quand même un changement laborieux et qui est encore loin d'être effectif sur pas mal d'aspects, c'est que, alors qu'initialement, dans ces 2 rôles, il y avait une très faible, voire pas du tout de prise en compte de la relation transatlantique et surtout en fait de l'alliance. C'est plus la relation transatlantique dans un sens dialogue bilatéral avec Washington plus véritablement qu'est-ce qu'on fait au sein de l'Alliance. Le changement qu'on a eu, c'est que désormais, dans ces 2 rôles, on a intégré véritablement l'Alliance. C'est-à-dire, on part du principe que oui, si on veut être une grande puissance, ou si on veut promouvoir le renforcement de l'autonomie stratégique européenne, il faut aussi penser la relation avec l'OTAN. Et le deuxième élément qui est une nouveauté, c'est le fait que désormais, on prend en compte l'importance des pays d'Europe centrale et orientale, ce qui n'était pas le cas par le passé. Rappelez-vous ce sujet, ça date un peu, c'était il y a maintenant 22 ans, 23, la phrase de Chirac, ils ont manqué une occasion de se taire lors de l'invasion en Irak. Donc on a vraiment une évolution par rapport à ça, c'est pour ça qu'on assiste à l'exorcisme de ce cadavre, de ce fait qui était l'image de la guerre réticent. Mais en fait, l'analyse des changements et aussi du non-changement révèle qu'on a encore du mal à transposer cela au niveau instrumental, puisque, si on regarde le niveau des objectifs, on a une prise de position vis-à-vis de l'Ukraine concernant l'adhésion à l'OTAN, les propos sur le pilier européen de l'OTAN. Également, donc, au niveau instrumental, les évocations d'une possible intervention au sol en Ukraine. Il y a, la semaine dernière, lors de la semaine franco-allemande, il y a même eu la mise à disposition de la brigade franco-allemande pour 3 ans, rattachée donc, au corps d'armée multinationale de l'OTAN du Nord-Est. Mais à côté de ces quelques éléments qui sont plus des éléments objectifs, on a toujours quand même, de manière générale, de manière assez poussée, une sacralisation de la dissuasion nucléaire au détriment de la dissuasion conventionnelle. On a également accepté auprès de quelques députés pas de véritable projet d'intégrer le comité militaire des plans, des plans nucléaires de l'OTAN. Alors, si on veut vraiment discuter sur le sujet, il pourrait quand même être présent dans la salle. Pas de coopération, comme je disais, avec les autres pays d'Europe centrale et orientale au sein des mouvements tactiques de l'Union européenne, et pas du tout de la part de Paris de proposition d'une meilleure coordination entre les mouvements tactiques de l'Union européenne et la force de réaction rapide de l'Union européenne et les forces de réaction rapide de l'OTAN. On est quand même dans une situation où tout le monde s'engage à mettre de plus en plus des militaires à disposition. Pour autant, excepté quelques pays, les effectifs n'ont pas augmenté. Il y a un problème qui va se poser par rapport à cela. Donc en fait, comment expliquer cela? Comme je disais, mon analyse, c'est qu'on a une évolution des rôles, mais qui n'est pas encore transposée au niveau instrumental. Pas forcément à cause d'une vision qui aurait un état profond, d'une séquelle théorie conspiratrice, mais plutôt parce qu'il y a tout simplement un poids de dépendance au sentier qui date de plusieurs décennies. Et en fait, il n'y a pas véritablement de transposition directe au niveau des échelons intermédiaires pour l'instant, parce que ça ne fait pas partie des réflexes, tout simplement, que ça prendra du temps, mais pour l'instant, c'est pour ça qu'on a ce décalage
entre les deux niveaux de manière générale. Néanmoins, on a un changement quand même qui est bien présent au sein des élites françaises, même si c'est plus limité au niveau de la classe politique. Mais même au niveau de la classe politique, en 3 ans, on a eu pas mal d'évolutions, y compris sur des partis qui étaient traditionnellement plutôt méfiants vis-à-vis de l'OTAN. Donc on a quand même une évolution assez notable par rapport à ça. On a même la création d'une nouvelle, parce que la France est un des rares pays à ne pas avoir d'association pour la communauté euro-atlantique. On a donc une nouvelle association en France pour, c'est pas son titre, donc je ne veux pas accuser, mais pour justement promouvoir la communauté euro-atlantique en général. Mais le problème, fondamentalement, c'est que entre-temps, on est passé avec les élections de juillet, et en fait, les élections de juillet ont créé un frein. Et pour autant, pour l'expression typique du côté français, j'ai toujours jamais très bien compris pourquoi en France on utilise beaucoup, la poutre continue à travailler, c'est-à-dire dans les faits, on va toujours dans typiquement français, mais l'idée c'est que quand même on est quand même dans une évolution qui reste stable de manière générale. Et par rapport à cela, en fait, que changent les élections de novembre? Qu'est-ce que change par rapport à ça l'élection de Donald Trump? À mon avis, fondamentalement, pour le côté français et les changements qui ont eu lieu et aussi les incohérences, pour le meilleur et pour le pire, je dirais de cette manière pas grand-chose. Rien ne change véritablement par rapport à ça. Le changement, en fait, il a déjà eu lieu, c'est-à-dire l'intégration donc, des deux éléments que j'évoquais, c'est-à-dire le fait qu'on prend en compte désormais l'importance d'intégrer l'alliance dans une discussion et également on donne meilleure importance aux pays d'Europe centrale et orientale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des écarts, mais fondamentalement, on a une évolution par rapport à ça. Et de ce fait, l'élection de Donald Trump n'est qu'une confirmation de ces choix généraux. Le problème, c'est que avec le maintien de l'instabilité politique française, on est dans une situation où on a un nombre d'actions qui est limité. Et en fait, on a donc le gouvernement français un peu démuni parce qu'il ne sait pas trop quoi faire, surtout de spectaculaire, parce que justement, il y a une instabilité politique, avec quand même ce paradoxe, c'est que dans les faits, beaucoup pourrait être fait malgré tout au niveau instrumental. Beaucoup pourrait être fait pour justement appuyer la vision française par rapport à ça et s'insérer plus dans les relations transatlantiques. Et pour finir, quelles seraient donc les perspectives d'évolution par rapport à ça? Bon là, comme je disais tout à l'heure sur Martial Foucault, je vais prendre la position inverse de lui, c'est-à-dire que je vais faire moi un peu dans mon domaine qui n'est pas une spécialité, c'est-à-dire les études électorales et de la projection sur probablement les prochaines élections en France qu'on aura en août. Il y a peu de chances que l'Assemblée actuelle soit maintenue jusqu'à là. Suite aux élections, on aura probablement, j'imagine, plus de stabilité côté français et plus de stabilité qui va continuer dans le sens des changements évoqués. Je pourrais expliquer après pourquoi en détail, mais en général, les élections à venir vont permettre donc un peu plus de stabilité, à mon sens. Mais en attendant, on va avoir une France, et ça répond aux interventions précédentes, qui va rester plus réactive, initiatrice de pas mal de projets face à Donald Trump, parce que justement la politique interne fait qu'il n'y a pas véritablement de possibilité de faire plus. Mais malgré ça, on a quand même plus ou moins réussi, je dirais, à faire enfin l'exorcisme de cette image qui n'était plus valable de l'allié réticent. Et si je peux terminer sur ce point-là, je dirais qu'au final, ce qui ressort, c'est qu'il y a quand même le constat d'une opportunité manquée. Il y avait une première opportunité manquée par la France en février 22, c'est-à-dire où justement on a eu une déclaration sur ne pas nier la Russie, etc., qui à partir de là ont pesé pendant plusieurs mois. La deuxième opportunité manquée, c'est justement cette élection. Compte tenu de la situation politique interne en France, la France n'est pas en mesure de proposer quelque chose et se retrouve à devoir justement accompagner des initiatives en espérant que ça fonctionne. Je m'arrête ici. Merci beaucoup, Guillaume. Merci au Rubicon, merci à Yersen de cette invitation et je trouve de porter une conversation qui est importante en général et en français en particulier. Mon propos sur l'Ukraine, l'OTAN, va être informé à la fois par mes recherches, mais aussi par une expérience personnelle, puisque
plupart d'entre vous le savent, j'étais secrétaire général adjoint de l'OTAN au moment de l'invasion et dans l'année qui a suivi. Et j'ai également vécu à l'OTAN. On j'ai raconté pour le collimateur avec Alexandre le tome 1. Donc, c'est à ce double titre que j'essaie de penser la question qui est devant nous et qui est une question effectivement assez énorme. Alors, juste pour faire un tout petit retour en arrière, parce que c'est important de savoir d'où on part là-dessus, sur l'OTAN et l'Ukraine, il me semble que les choses, pendant la séquence des 3 années écoulées, sont relativement claires. Il y avait un réveil de l'OTAN autour de l'Ukraine qui, en fait, remonte à 2014. Les grandes décisions qui font qu'on n'a pas été trop démunis en 2022, elles ont été prises au sommet de Varsovie en 2016. Elles ont été déroulées depuis. C'est une remontée en puissance lente mais réelle des dépenses militaires. C'est un focus nouveau sur la fonction de défense collective. Donc, il y a tout un passé qui précède février 2022. Mais ce qui est important de retenir quand on regarde ce qui s'est passé depuis février 2022, c'est qu'il y a une première chose qui n'est plus du tout garantie, qui est l'unité des alliés. Cette unité des alliés, moi j'en étais témoin très direct, elle s'est construite très rapidement, avec beaucoup de résolutions, notamment du fait des États-Unis, l'administration Biden, qui de ce point de vue-là est arrivée avec un agenda assez clair. Et je connais et je partage une grande partie des critiques ukrainiennes à l'égard de l'administration Biden, mais de fait, elle est arrivée avant même la crise, avec du renseignement. Cette invasion se prépare, c'est une invasion de très grande ampleur, des projets, il faut mettre en alerte des forces, il faut des troupes, et c'est une augmentation de près de 20 000 hommes de la présence américaine en Europe, et un discours cohérent sur ce qui les États-Unis souhaitaient faire et souhaitaient entraîner l'OTAN. Et ça a créé un effet d'unité qu'on n'avait pas eu à l'OTAN sur la plupart des crises des 20 dernières années parce qu'elles n'étaient pas en Europe, parce qu'elles n'étaient pas existentielles. Où finalement, en Afghanistan, les alliés venaient, partaient, c'était la France du Canada, c'était le cas des crises libyennes où un tiers seulement des alliés participaient, c'était les grands désaccords sur l'affaire irakienne, etc. Donc, beaucoup de tensions internes, ou des tensions d'ailleurs sur des sujets politiques ou stratégiques, que ce soit la relation avec la Russie ou la relation avec la Chine dans les dernières années. Donc, là, il y a eu un effet d'unité qui était très impressionnant, avec un rôle central des États-Unis pour provoquer cette unité, mais un ralliement assez clair de la quasi-totalité des Européens, avec la voix hongroise qui était un peu dissonante, mais qui était en fait quand même mise pas mal sous le boisseau. Cette unité s'est faite autour de 3 piliers, qui, d'une certaine manière, demeurent jusqu'à aujourd'hui, qui expliquent une partie de la frustration des Ukrainiens, mais qui sont les piliers on va voir de mon intervention si ces piliers vont survivre à la nouvelle ère. Premier pilier, première priorité, pas du tout l'Ukraine, mais la défense du territoire de l'OTAN et de l'Alliance, c'est-à-dire dissuasion et défense pour protéger le territoire, etc. Donc, déploiement sur le plan oriental, renforcement des rôles et responsabilités de SACEUR. C'était très impressionnant de voir dans quelle mesure, par rapport au manuel de crise de l'OTAN, SACEUR a obtenu en l'espace d'une journée des pouvoirs qui ne lui auraient été probablement pas donnés au terme de 6 mois de négociation en temps normal. Donc, les choses ont été extrêmement rapides et ça a vraiment changé et basculé la posture sur une posture de défense collective centrée sur le plan oriental et avec un vrai basculement de ce point de vue-là dans les domaines essentiellement terrestres, mais également aériens, maritimes, qui était une nouveauté profonde. Évidemment, nouveauté facilitée par le fait que l'OTAN venait de tourner la page des grandes interventions extérieures avec la difficile de l'opération en Afghanistan, qui avait libéré à la fois des moyens et de la bande passante d'intellectuels. Deuxième priorité, toujours pas l'Ukraine, éviter l'escalade avec la Russie. Donc là, une chose très libérée, mais maintenant aussi beaucoup de Washington, consistant à dire, ça n'est pas notre guerre, ce n'est pas l'OTAN qui est en guerre, ne cédons pas au narratif russe d'une guerre entre l'OTAN et la Russie, c'est une guerre où l'OTAN est un tiers qui a évidemment, j'y vais venir, un partenaire et ami qui est l'Ukraine, mais ça n'est pas, donc
une énorme prudence sur mettre le moindre drapeau de l'OTAN, sur l'assistance apportée à l'Ukraine, une énorme prudence dans le discours dans ce domaine, et puis une grande prudence évidemment sur tout ce qui pourrait apparaître comme escalatoire. Et notamment avec une manière de livrer des armes qui a été extrêmement problématique de mon point de vue, puisque toujours un peu 6 mois après le besoin, et au terme de souvent de débats difficiles entre les alliés, avec des Américains qui, là, pour le coup, ont souvent donné le là, et des Allemands complètement alignés sur les Américains, ne faisant jamais un millimètre de plus que les Américains, à la différence d'autres qui ont pris un peu plus de risques, mais souvent sous pression des mêmes Américains pour ne pas franchir telle ou telle étape trop vite, ou d'aller vers des matériels jugés escalatoires. Cette prudence, elle n'est pas critique par certains côtés, mais quand je pense que vous avez sans doute que moi lu les espèces de grands témoignages pour l'histoire de Jake Sullivan et Anthony Blinken racontant pourquoi ils avaient fait ceci ou cela, il y a une logique profonde. C'était il fallait penser ce que c'était que une puissance nucléaire majeure, en train de mener un conflit conventionnel majeur sur le territoire européen, et quels étaient les risques ou non d'escalade. On peut dire qu'on a été beaucoup trop prudent. On avait, dans une discussion avec Lawrence Friedman, inventé cette image de faire bouillir la grenouille, c'est-à-dire l'idée qu'il fallait, en quelque sorte, que ça s'est fait progressivement, et on peut défendre cette approche. Elle était sous-optimale d'un point de vue militaire pour l'Ukraine, mais elle a sans doute fait que des Russes qui menaçaient de catastrophes nucléaires et de la moindre livraison significative se retrouvent 3 ans plus tard à avaler la livraison des ATACMS, des escales de Storm Shadow, de l'usage de moyens sur le territoire russe, etc. Et comme ils n'ont jamais réagi aux étapes précédentes, on voit bien que c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut dire que ça a été extraordinairement habilement mené de la part des Américains de l'OTAN? Je ne sais pas, parce que je pense que c'était quand même beaucoup plus du tâtonnement qu'autre chose. Mais on peut défendre cette approche, même si elle est très sous-optimale du point de vue ukrainien. Mais ce qui est important, c'est bien d'avoir cette hiérarchie en tête dans la manière de fonctionner de l'OTAN sous forte inspiration américaine, défendre l'alliance et préserver son unité, éviter l'escalade, et enfin assister l'Ukraine, mais assister l'Ukraine avec beaucoup de prudence et de manière très graduelle, avec une montée en puissance qui s'est faite très lentement, trop lentement, et qui explique une partie de la situation militaire présente. Donc on a vraiment Dans le même temps, l'OTAN a continué à se consolider avec l'élargissement à la Suède et à la Finlande, ce qui est une énorme transformation. Je veux dire, c'est l'entrée de 2 pays non pas, alors neutres non alignés, c'est des termes qui sont un peu connotés, mais qui étaient des pays qui ne participaient pas à des alliances militaires pour des raisons différentes, mais depuis plus de 200 ans pour la Suède, et depuis la Seconde Guerre mondiale pour la Finlande, qui se rentrent dans cette alliance, qui a des conséquences stratégiques très importantes pour le Grand Nord, pour la Baltique, etc. Donc, et on a ouvert la question qui avait été quand même largement mise sous le boisseau, aussi bien par l'OTAN que par l'Ukraine, de la question de l'adhésion de l'Ukraine, dans les conditions que vous avez en tête, où ce sujet a été porté par les Ukrainiens lors des sommets de Vilnius et de Washington, et avec pour le coup, des divisions assez nettes dans l'Alliance entre ceux qui étaient allants et voulaient envoyer des signaux positifs, et ceux qui étaient beaucoup plus réservés, de nouveau à commencer par Washington et Berlin. Donc on a toute cette réalité de la problématique de l'élargissement, et la fin en Europe, c'est un autre sujet, l'idée des zones grises. On voit aussi que la Moldavie réfléchit à l'avenir de. Alors, qu'est-ce que tout ça nous dit sur la relation, sur comment ça va se passer l'OTAN, Ukraine et parce que là, on est finalement, et Maud l'a bien expliqué, devant une sorte de situation un peu d'incertitude, pour dire le moins. C'est-à-dire qu'on a des messages un peu contradictoires qui viennent de différents bouts de l'administration.
entre la position effectivement très intéressante de J.D. Vance, qui s'inscrit dans la tradition, je vais y revenir, plutôt d'une forme d'isolationnisme et de retrait des États-Unis, mais aussi des voix comme celle du général Kellogg en charge de cette négociation, ou de Waltz dans une moindre mesure, qui disent la paix par la force, rien n'est exclu, etc., etc. Et un Trump qui a envoyé, si on est gentil, qui a soufflé le chaud et le froid, et qui, si on est moins gentil, semble pas très au clair sur ce qu'il veut faire. Il annonçait pendant la campagne qu'il ferait la paix en une journée, qui maintenant dit que ce sera en 6 mois, dont il est difficile de prédire ce qu'il va rechercher, j'y viens dans un instant. Alors, tout ça s'explique par la transformation de profondeur qui a été bien décrite par Maud du Parti républicain. À ECFR, on a fait toute une étude sur les tribus républicaines qui met les républicains en 3 groupes. Les suprémacistes qui sont dans la tradition américaine de la domination des affaires mondiales et qui disent on peut être à la fois leader en Indo-Pacifique, en Europe, c'est le rôle de l'Amérique de stabiliser les affaires du monde, etc. Tradition qui est en perte de vitesse, on le voit dans les nouveaux élus au Congrès, mais qui reste dans l'ADN d'une partie du Parti républicain, y compris de certains nouveaux membres de l'administration. Si on regarde le passé au Congrès de quelqu'un comme Rubio, il est dans cette tradition. Est-ce qu'il va s'y inscrire dans la durée? On verra bien. Deuxième groupe, le groupe que mes collègues avaient appelé prioritizer, donc les prioriseurs, je ne sais pas comment le dirait en français, qui choisissent la priorité accordée à la Chine. Et donc, dans ce cas-là, l'Ukraine est une distraction. L'Europe est un problème d'alliés qui ne dépensent pas assez, donc oblige à mobiliser des ressources américaines pour être mieux utilisées ailleurs. Le vrai sujet, c'est la compétition stratégique avec la Chine, d'ailleurs déjà reconnue par l'administration Biden comme ce qu'ils appellent Pacing Challenge, donc le défi structurant. Et cette situation-là est, à mon avis, sans doute la tendance dans les équipes est dominante. Est-ce qu'elle est dominante dans la tête de Trump? Et là-dessus, une personne comme Eldridge Colby, par exemple, qui est le Undersecretary for Policy du Pentagone, est très intéressante parce qu'il a écrit des livres sur ce sujet, et il est extrêmement explicite sur ce point que tout ce qui n'est pas la Chine est une distraction pour les États-Unis. Enfin, la tradition plus isolationniste, les partisans de la retenue, les restrainers, qui, eux, sont typiquement intelligents, mais aussi d'autres voix plus politiques que dans l'entourage de Trump, qui disent au fond les États-Unis de se concentrer sur les problèmes intra-américains, et à ce titre, l'Ukraine est non seulement une distraction, mais une perte de ressources absolument inutile, au fond, et je crois qu'on ne comprend pas ça, pour avoir rencontré pas mal de ces gens, si on ne comprend pas l'expérience des 20 ans de guerre américaine. C'est-à-dire que, y compris pour quelqu'un comme Access, avec toutes ses limites intellectuelles, il est quelqu'un qui a parfaitement intégré et compris le fait que cette expérience, et c'est la même chose pour Tulsi Gabbard, c'est la même chose d'une certaine manière pour J.D. Vance, c'est-à-dire l'expérience de ces guerres dites sans fin, qui n'ont pas produit de résultats, a assez profondément traumatisé et la société américaine et une partie de ses élites qui sont paradoxalement issues du monde militaire. Donc, une part d'entre elles, en tout cas, ont une expérience militaire dans ces conflits qui les amène à penser qu'il faut se concentrer sur les affaires américaines, éventuellement de l'hémisphère occidental, c'est un sujet intéressant, mais pas se distraire dans ces grands conflits que les États-Unis n'ont plus les moyens de souffrir. Alors, à quoi ça nous amène en termes d'hypothèse pour l'Ukraine? L'hypothèse de la paix dans 6 heures ou 6 mois reste très fortement contingente de ce que dira Vladimir Poutine de tout ça, parce qu'on oublie toujours qu'il y a aussi, et ça c'est une des faiblesses de Trump, me semble-t-il, c'est qu'il part du principe qu'il pourra imposer ses volontés, sa vision du monde à ses adversaires comme aux partenaires sans trop de difficultés. La menace qu'il a d'ailleurs explicitée il y a quelques jours de dire la Russie s'est trouvée des tensions terribles,
Bon, les sanctions économiques américaines sur la Russie terribles, elles sont déjà là pour l'essentiel, et c'était même pas avant un partenaire économique central. Donc la capacité à influencer par les sanctions économiques la Russie, elle est limitée. Est-ce qu'il ira jusqu'à la paix par la force dans toute sa logique, ce qu'espèrent les Ukrainiens en disant bah, puisque Poutine semble peu désireux de négocier, moi je redouble d'efforts pour mettre les Ukrainiens dans une position, c'est compliqué. Mais il ne faut pas oublier qu'il est, son nouvel objectif, c'est d'avoir le prix Nobel de la paix. Donc, dans ces conditions, tout est possible. Est-ce qu'il voudra, inversement, est-ce qu'il voudra imposer la paix, non pas la Russie, mais à l'Ukraine, en disant, bah voilà, on a un deal qui est ce qu'il est, mais vous signez en bas, sinon il n'y a plus d'aide américaine. Alors il y a déjà plus d'aide américaine en civil. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour l'aide militaire? Et puis d'ailleurs, on va pas aider nous-mêmes aider ou encourager nos alliés à vous aider. Donc, d'utiliser tout le levier là-dessus pour imposer une paix dans des termes trumpiens, mais qui sont en fait des termes assez poutiniens, qui est, on va dire que l'Ukraine renonce non seulement à une partie de son territoire, mais d'une certaine manière à sa souveraineté, à l'adhésion à l'OTAN, etc., etc. Tout ça est un choc pour les Européens, et je termine là-dessus. Parce que ça vient bousculer plusieurs certitudes chez les Européens. Ça vient bousculer la certitude qu'il y a quand même en général une sorte d'alignement avec Washington, bon an, mal an, dans le sens des intérêts stratégiques de l'Europe. Il y a un groupe d'Européens qui ne sont peut-être pas tous les Européens, mais un groupe assez solide pour qui cette affaire ukrainienne est pensée et perçue comme existentielle, dans lequel je mettrais une bonne partie du flanc oriental, pas tous, mais une bonne partie du flanc oriental, certainement les Polonais, les Baltes, mais aussi les pays nordiques, mais aussi d'une certaine manière britanniques, français, néerlandais qui ont beaucoup dit que c'était une affaire absolument essentielle et qui se trouvent tout d'un coup pris à contre-pied avec l'administration américaine qui n'est non seulement pas plus parfaitement alignée, mais peut-être même prête à aller dans des directions qui sont problématiques pour la sécurité européenne, parce que le sort de l'Ukraine, c'est aussi le sort de la sécurité européenne dans tout ça. Donc pour conclure, que faire dans tout ça? Alors, l'enjeu pour les Européens, il me semble, c'est dans cette négociation de savoir si on est à la table des négociations ou au menu des négociations. Et cette obligation-là, qui a un problème partagé avec l'Ukraine, c'est la réponse à ça, me semble-t-il, elle est dans la clarté de nos intentions. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à formuler vis-à-vis de Trump, mais aussi vis-à-vis de l'Ukraine et vis-à-vis de la Russie, quelles sont nos intentions, on est voué à être plutôt au menu qu'à la table des négociations. Ça passe par quoi? L'assistance, et ça, le rôle de l'Union européenne est clé dans ce dispositif, ça passe aussi par une formulation de quelle est l'offre européenne s'agissant des garanties de sécurité, non pas les garanties de sécurité peut-être qui ont été formulées à Vilnius, mais des garanties de sécurité réelles. Est-ce qu'on est prêt à mettre des trucs sur le terrain? Est-ce qu'on est prêt à soutenir l'entrée de l'Ukraine dans la sécurité? Est-ce qu'on est prêt à suivre un effort militaire conséquent? Donc, je vais m'arrêter là. Je voulais ne pas dépasser trop, je voulais venir sur l'avenir de l'OTAN, mais je pense qu'on y reviendra dans les points d'épicerie. Merci beaucoup. Merci à tous nos panélistes. Alors, on est bien avancé effectivement dans notre session. Il nous reste un quart d'heure environ. Je pense que j'ai évidemment plein de questions moi pour chacun et chacune d'entre vous, mais je vais plutôt directement donner la parole à la salle. Je peux toujours compléter si jamais il y a un vide, mais j'ai pas l'impression qu'il y en aura. J'ai une question là-bas. Est-ce qu'on fait circuler un micro? Peut-être. Merci. Je pense qu'on va prendre plusieurs questions à la suite. Merci d'indiquer si vous avez en particulier parmi nos panélistes votre question. Merci beaucoup. J'ai peut-être deux questions rapides. La première est pour Anastasia. Romain Lequigneux, je suis le cofondateur d'Eurocréative, qui est un think tank français sur l'Europe centrale et orientale. J'aimerais poser la première question à Anastasia. Tu as mentionné surtout le fait que les Ukrainiens dans le cas présent s'attendaient à Trump. Ayant vécu en Europe centrale et orientale, je pense que c'est l'ensemble de la région qui s'y attendait. Et ça peut notamment prouver que les experts dans cette région sont moins pessimistes
sur l'avenir de la relation transatlantique, sachant qu'il y a des problèmes, mais moins pessimiste et moins apeuré peut-être que certains experts d'Europe occidentale. Ma question elle est plus sur l'aspect politique. On parle beaucoup de la fin de la guerre. Mettons ça de côté. Pour avoir travaillé dans une fondation américaine, je sais qu'il y a un consensus aussi entre démocrates et républicains sur la tenue la plus rapide possible de nouvelles élections en Ukraine. Comment les parties prenantes en Ukraine, et notamment Zelensky et son entourage, réagissent à ça, puisqu'ils auront une pression maximale sur la tenue d'élections rapides et le plus démocratique possible. La deuxième question, elle est plutôt pour Laurent. Je pense que vous êtes un peu pessimiste sur la tenue d'élections en août. Je pense que notre classe politique est quand même suffisamment mature pour sauver les vacances d'été. Probablement très blanche. Mais en tout cas, ma question est plus sur les récentes déclarations de notre ministre de la Défense, héritier de l'héritage gaulo-mitterrandiste, si on arrive à le définir, qui s'est exprimé il y a une semaine, il me semble, et qui en fait, j'aimerais savoir un petit peu dans votre raisonnement, vous parlez du sentier, vous parlez aussi d'un tournant. Quand j'entends le Cornu parler, se déclarer, dire qu'on est contre finalement investir le moindre euro du citoyen français dans des achats extra-européens, je me demande si c'est le sentier ou je me demande si c'est plus une posture politique. Mais en tout cas, dans les deux cas, je pense que c'est l'élément le plus visible d'une incapacité de la France à penser stratégique et à penser long terme. Puisque acheter primordialement sur du court terme nous permettra finalement de convaincre nos alliés qu'on est sérieux sur l'autonomie stratégique et donc nous permettra d'être cette puissance européenne, ou en tout cas d'être au niveau du leadership européen sur l'autonomie stratégique. Je ne sais pas comment vous l'entendez. Merci. Béatrice, ici, vous avez un micro. Merci beaucoup. Une question pour Camille Grand. Nous avons parlé dans la séance avant, et je pense que tout est un peu lié là, de cette question. Pourquoi c'est un tabou au sein de l'OTAN de parler d'un pilier européen de l'OTAN? Parce que si les Européens pourraient utiliser les assets de l'OTAN sans que les États-Unis interviennent, pourquoi est-ce qu'il y a ce tabou? Et on a parlé du pilier de l'OTAN dans les années 90. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps, il y a 20 ans, 30 ans, où on n'a pas parlé. Quel est le problème? C'est le micro, ça? Non, merci, ça va, je vous parle. Très bien, merci. J'ai pas d'autres. Si nous avons encore une question, c'est bien. Et puis encore une au fond là-bas. Vous êtes sûr de rater personne. Ce sera sans doute notre dernier tour de questions. Si vous avez une chance, secrétariat international de l'OTAN, j'aurais été très heureux d'entendre la suite de l'exposé de M. Grand au sujet de l'avenir de l'Alliance, même s'il en a déjà dit un mot dans le collimateur. Beaucoup, vraie idée. Alors, j'ai peut-être pas le même point de vue que derrière, mais sur les achats d'équipements, etc., donc on sait que l'OTAN, effectivement, est un marché. À quel point, puisqu'on parle d'autonomie stratégique et qu'on sait que les équipements, c'est très important, est-ce que la base industrielle de défense européenne est intégrée à ce marché otanien et qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement mettre en place pour améliorer l'intégration de l'industrie européenne à ce marché transatlantique? D'abord, monsieur là-bas. Oui, bonjour. Michel Gary, je suis consultant du GICAT, l'Association des industriels du Volontaire. Ma question s'adresse à Camille. Tu as parlé dans les 30 priorités de l'OTAN au début du fait de ne pas être intervenant dans le conflit avec l'Ukraine. Quid du caractère opérationnel du commandement qui vient d'être créé à Wiesbaden à propos du soutien, d'assistance à l'Ukraine et de la formation. Et d'autre part, le fameux groupe de contact d'aide à l'Ukraine qui était jusqu'à présent, jusqu'à la dernière réunion d'ailleurs, qui s'est tenue il n'y a pas si longtemps, qui était dirigé par les États-Unis. On entend dire que l'OTAN aimerait bien prendre le lead de ce groupe de contact pour éviter que les décisions de Trump aboutissent à l'arrêt plus récent de l'aide à l'Ukraine. Ok, très bien, merci. En premier tour de questions. Encore très bien, d'accord. Allez-y, je vous en prie. La volonté de l'administration Biden justement d'éviter l'escalade avec
la Russie, ça peut-être un genre de question, mais la no-fly zone aurait-elle été réellement, rétrospectivement, une catastrophe pour la relation avec la Russie quand on voit les menaces russes jusqu'à présent voilà, est-ce que finalement, rétrospectivement, l'OTAN n'aurait pas pu en faire plus pour éviter d'être là où on est? Merci. Merci beaucoup. Très intéressante de questions, notamment le caractère rétrospectif. Bon, c'est un élément, évidemment, il y a des choses sur lesquelles il est beaucoup plus facile de s'exprimer maintenant qu'il y a 3 ans. J'en rajouterai peut-être une et après on arrête. Pour Maud, peut-être sur, au fond, avec cette administration qui se compose petit à petit avec des perceptions assez différentes de celles qu'on connaît et avec une capacité à faire des liens entre les sujets qui n'est pas du tout celle à laquelle on est habitué. Je pense qu'il y a les premiers réflexes des Européens, c'était le sentiment qu'on pouvait peut-être faire des trade-offs. C'est-à-dire que, au fond, si on voulait préserver l'Ukraine, eh bien, il y avait qu'à acheter du gaz, il y avait qu'à lâcher sur Israël et le Moyen-Orient, il y avait qu'à lâcher sur la Chine, s'aligner, etc. Je voudrais ton commentaire là-dessus. Je propose qu'on fasse donc cette dernière série d'interventions en prenant peut-être lors des questions. Donc Anastasia d'abord sur les élections en Ukraine et d'autres aspects si tu le souhaites. Ensuite notre bloc OTAN et enfin Maud sur cette dernière question. Et pardon, s'il vous plaît, peut-être juste en disant 2 minutes à chaque fois pour qu'on puisse terminer dans les temps. C'est très court sur les élections en Ukraine. Donc, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a dit à plusieurs reprises pendant ces 3 ans que ce n'était pas envisageable, d'abord, parce que déjà, une 5e du territoire est occupé, parce qu'il y a un nombre indéterminé de personnes qui sont à l'étranger, pas tout le monde est enregistré, inscrit auprès des consulats, mais estimé entre 5 et 10 millions de personnes sont à l'étranger. Ensuite, finalement, donc aussi parce que c'est la situation de la guerre, donc c'est pas pendant la Deuxième Guerre mondiale que le UK a fait les élections, et même aux États-Unis, c'était le précédent quand le président est resté pendant 3 mandats à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Donc du coup, à cause de toutes ces choses-là, c'est toujours cette position. Maintenant, ces derniers 2 mois en Ukraine, le débat intérieur, à l'intérieur du pays, a commencé à le nom maintenant m'échappe. Tout dernièrement, il a donné un interview de 3 heures à Neil Foxton ou Lex Friedman. Comment? Lex Friedman. Thank you so much. Moi, j'ai pas Alex Friedman. Et dans cette interview, ils reviennent donc à cette question. Et c'est Zelensky maintenant qui mentionne la question. Il ne dit pas que ça va se faire, mais il dit, voilà, c'est tout. Donc, on voit bien l'évolution. Je pense que cette évolution, elle vient de la pression américaine, clairement. Par ailleurs, les conditions pour avoir des élections légitimes et informationnellement reconnaissables ne sont toujours pas réunies. Il y a toujours une 5e territoire occupé, il y a toujours entre 5 et 10 millions de gens au dehors du pays qui ne se dont une grande majorité ne sont pas inscrits auprès des ambassades et consulats. Donc, du coup, ça reste en Ukraine. On a vu donc, la première fois, on a vu la température de la société sur la perception qui sont les élites potentiellement puissantes. Dans le premier rang, sans grande surprise, est venu Valery Zaluzhny, qui est aujourd'hui l'ambassadeur de l'Ukraine au Royaume-Uni. En 2e position est venu le chef de GUR, Budanov. Et après, les autres ont position moins importante, beaucoup moins importante dans le sens du pourcentage. Donc là, on avait Zaluzhny, grand pourcentage, Budanov très peu derrière, et ensuite les autres dans 10% et moins. Donc, pas peu importe. Donc voilà la réponse à cette question.
les conditions, encore une fois, selon les gens qui s'occupent donc, de ces questions des élections, ne sont toujours pas réunies, mais la pression donne ses résultats. Merci beaucoup. Ouais. Beaucoup de questions. Je te laisse traiter ça. Oui, beaucoup de questions. Si je respecte ce que tu nous demandes, ça fait 27 secondes par question. Je vais essayer de faire un peu au mieux. Alors, sur l'avenir de l'Alliance, et ça me permettra de répondre à la question du pilier européen en même temps, je crois qu'on est devant à peu près 3 scénarios. Il y a un premier scénario qui est celui de, en fait, Trump 2, ça va ressembler à Trump 1, c'est-à-dire un moment déplaisant, mais pas, qui se termine pas mal. C'est l'image des montagnes russes, c'est-à-dire qu'on a des walkers, parfois ça fait peur par moment, mais on sait qu'on arrive là où on est parti et ça se termine pas trop mal. Cette hypothèse-là me semble optimiste, au sens où l'administration telle qu'elle est constituée de gens qui sont beaucoup moins otaniens, européens que dans l'administration précédente. On a un Trump beaucoup plus résolu, et puis on a un petit détail, c'est qu'il y a la guerre en Europe. Auparavant, on pouvait dire, tiens, on va espacer les sommets, comme ça on ne va pas trop parler de temps à Trump. On va faire des sommets, on va essentiellement voir la reine d'Angleterre, on est sur un terrain de golf, et pas parler de fond. Comme ça, on ne va pas avoir de moments difficiles. Aujourd'hui, c'est un peu difficile, quand il y a la guerre en Europe, quand il y a des enjeux de sécurité aussi importants, de ne pas se parler réellement de manière transatlantique, et on voit que l'ouverture des conversations est assez brutale, 5%, faites ceci, faites cela, etc., etc. Donc moi, je ne crois pas à cette hypothèse, et je parle sous votre contrôle, mais qui est pourtant une hypothèse que beaucoup de gens à l'OTAN et dans les capitales continuent à s'y accrocher. Deuxième hypothèse, celle que j'appelle plutôt de mes voeux, et qui me paraît la plus souhaitable, c'est de dire, bon, on est dans un moment de refondation du deal transatlantique, de révision assez profonde de ce deal, tel qu'il a existé pendant les 75 dernières années. Ça veut dire qu'il faut que les Européens fassent beaucoup plus, et je pense qu'il y a l'idée de partager assez largement. Ça veut dire que les Américains vont être moins présents en Europe, donc il faut se préparer à défendre l'Europe avec moins d'Amérique, mais au terme d'une négociation qui sera forcément difficile, on peut arriver à quelque chose qui refonde l'OTAN dans son ADN, c'est-à-dire une relation transatlantique importante, mais mais dans des termes assez nouveaux, qui peuvent amener à revoir très profondément le rôle des États-Unis dans cette alliance, son fonctionnement, etc. Mais où finalement on arrive à quelque chose au terme d'une négociation qui sera forcément compliquée. Troisième hypothèse, la plus radicale, celle au fond d'une Amérique qui prend une Amérique états-unienne. Dans tout ça, il y a le Canada qui est un peu dans une sorte de no man's land intéressant. Une Amérique et les États-Unis qui au fond, en fait ou en pratique, prennent profondément leur distance avec l'OTAN. Il n'y a pas besoin. Alors, on me dit, oui, le Congrès a dit qu'il faudra un vote pour sortir du traité de l'Atlantique Nord. C'est pas ça qui est décisif. C'est évidemment les paroles du président, sa réaction face à une crise en Europe, etc. C'est les choses qui sont les plus profondément marquantes. Ça, ce sera un choc inouï pour beaucoup d'Européens qui ont construit leur sécurité là-dessus et comptaient sur, d'une certaine manière, je peux en dire un mot, un peu mieux préparé intellectuellement pour réfléchir dans ces termes-là, mais on est là, on serait dans quelque chose de très compliqué, qui serait l'hypothèse d'une OTAN sans l'Amérique. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'OTAN sans l'Amérique, ça s'appelle l'Union européenne et des partenaires? C'est une hypothèse un peu radicale. Est-ce que c'est, on garde les structures parce que les structures ont leurs valeurs, sont utiles, etc., que par ailleurs le lien avec le Royaume-Uni, le Canada, la Turquie est important, et que donc dans ces conditions, il faut quand même maintenir les choses et puis ne pas insulter l'avenir, et ainsi de suite. Voilà, c'est un peu le dormant NATO qui a été proposé par un certain nombre de think tanks proches de Trump. Très rapidement sur les autres sujets, pour la question de la no-fly zone, et faire un retour. Moi, je crois que je suis beaucoup défendu l'Ukraine et le fait de faire plus. No-fly zone, moi, je suis très prudent parce que ça a été utilisé avec beaucoup d'imprudence. C'est un acte de guerre de faire une no-fly zone. C'est-à-dire qu'il faut décider qu'on n'est pas à battre un avion russe qui rentre dans le pays. Ça n'est pas
une fois qu'on l'a décrété, il faut l'implémenter. Et l'implémenter face à l'armée russe, pas face à la Libye. Donc, on est dans quelque chose d'extraordinairement compliqué. Et on parle souvent de ces zones d'exclusion aérienne comme si c'était un entre-deux qui aurait pu être très utile. Militairement, vous avez tout à fait raison, ça aurait été très utile de repousser ça, mais si ça ne marchait pas, il fallait être en guerre avec la Russie, ce que les Alliés n'étaient pas prêts à faire. Et donc, je comprends, et honnêtement, j'appuie l'idée que c'était sans doute un bond trop loin dans le déroulé du conflit. Ce sera intéressant, en revanche, après un éventuel cessez-le-feu, de voir qu'est-ce qu'on dit sur que ça peut faire partie des garanties de sécurité. De dire, et là on rentre dans quelque chose d'assez intéressant, si on peut mettre ça en œuvre, mais c'est plutôt dans un contexte de succès. La question sur le rôle de l'OTAN post la question de Michel Gay sur du Baden, etc. Honnêtement, là, pour le coup, je le dis en ayant beaucoup fait ça et en connaissance de cause, on est un peu dans le temps qui croit que si on otanise, ça continue. C'est-à-dire, si les Américains disent on arrête l'aide à l'Ukraine et en plus on va vous compliquer la vie pour l'aide à l'Ukraine, c'est pas parce que c'est l'OTAN qui fait le secrétariat du groupe de contact que ça va continuer. À ce moment-là, on rentre dans une conversation très différente qui est qu'est-ce que les Européens peuvent faire sans les Américains? Est-ce qu'ils souhaitent le faire? Est-ce qu'ils ne peuvent pas le faire? Et après, l'enceinte où ça se discute, elle est voilà. Mais moi, je ne suis pas persuadé que le fait de dire ce sera désormais coordonné par mon successeur à l'OTAN au lieu des ou par le secrétaire général de l'OTAN va changer radicalement les choses là-dessus. Le vrai sujet, c'est est-ce que l'aide américaine s'arrête un peu, beaucoup ou complètement. Et voilà. Dernier point, BITD, marché européen, marché otanien. Le marché otanien, il y a deux questions là-dessous. Il y a une première question, c'est est-ce que le marché américain, états-unien est ouvert à l'industrie européenne? Réponse, pas vraiment, mais par des biais, oui. Donc il y a des industriels européens qui gagnent pas mal d'argent aux États-Unis dès lors qu'ils acceptent de passer dans des règles américaines, produire aux États-Unis, faire des partenariats extrêmement étroits avec des boîtes américaines, etc. Et on va avoir des boîtes comme ça, Leonardo, British Aerospace, Thales, qui gagnent très bien leur vie aux États-Unis dans ces règles-là. Et la deuxième question, c'est comment est-ce que l'industrie européenne peut remporter plus de marché par rapport à ses concurrents américains en Europe même. Et là, on tombe dans tout le débat sur comment est-ce que l'argumentation de l'Union européenne va se mettre en place ou non. Et on voit bien que là, pour moi, il y a deux choses qui me semblent devoir guider notre réflexion. Premièrement, on ne va pas changer les relations de dépendance à l'industrie américaine du jour au lendemain. Les pays qui ont acheté l'F-35, pour la plupart sur F-16 auparavant, ils ne vont pas changer d'avis. Je termine. Et donc, dans le domaine de l'aviation, des missiles, on voit très bien le poids des États-Unis qui ne va pas disparaître du jour au lendemain. Les pays qui ont acheté les 35 aujourd'hui, ils sont partis pour 35 ans, 35 ou 40 ans de relations étroites avec les États-Unis dans le domaine aéronautique. Deuxième chose, en revanche, est-ce qu'il est souhaitable, et je le crois, de s'éloigner de ce type de dépendance dans la durée? Et là, moi, je mets en lumière en particulier un point qui va être testé maintenant, et donc ça va être très intéressant, qui est dans quelle mesure est-ce que les Américains mettent beaucoup de contraintes à ce que font les Européens. Parce que acheter des Patriotes pour résoudre notre problème de défense aérienne et de défense antimissile, c'est peut-être une bonne idée, mais si ces Patriotes, on n'a pas le droit de les livrer à l'Ukraine, on est dépendant du bon vouloir des États-Unis pour les déployer ailleurs que sur le territoire national, etc. On touche à des choses comme ça. Et de ce point de vue-là, l'administration Biden avait, me semble-t-il, envoyé un signal extrêmement défavorable quand il s'était flatté de contraindre Français et Britanniques sur l'utilisation des Storm Shadow par les Ukrainiens, à cause d'un tout petit bout itarisé de ce missile MDR. Et ce genre de message, à mon avis, doit être entendu de manière très attentive, parce que c'est aussi ce qui doit motiver le fait d'avoir des solutions plus européennes dans certains domaines critiques où les dépendances peuvent avoir des conséquences stratégiques et pas seulement capacitaires, technologiques. Merci.
Juste avant de répondre à la question de Romain, je vais ouvrir juste un petit scénario qu'a évoqué Camille, montée en gamme européenne rapide de quelques besoins. Certainement, en très peu de mots, dans d'autres sports, sur l'aspect, pas sur l'aspect industriel, ça c'est déjà beaucoup été, mais sur l'aspect plus opérationnel. Je vous rappelle, les forces de réaction rapide de l'UE ne peuvent pas intervenir sur le territoire européen. On dit, par exemple, là, les quelques troupes, on a le planning des équipements tactiques de l'Union européenne, il y a toujours beaucoup de troupes dans la raquette, malheureusement. Dans les faits, ces derniers ne pourraient pas intervenir sur le territoire européen. Donc, la montée en puissance pour pallier un problème otanien rapide, parce que ça demanderait une modification des traités, sans même compter les pays qui, je vous rappelle, sont neutres au sein de l'Union européenne, puisque on a des pays qui sont restés neutres dans l'Union européenne qui n'ont pas prévu pour l'instant du moins d'adhérer à l'OTAN. Sur la question donc de Romain, avec les propos donc, du ministre Le Cornu, il y avait quand même des avancées, puisque après beaucoup de mois, quand même, ça le reconnaît, les Français ont accepté le projet tchèque de mission, avec beaucoup moins de retard. Et puis, quant à cette déclaration, alors, c'est peut-être pas lié à ce projet-là, dans ce cas, ça, ce que je veux dire n'est pas opérant, mais si c'est lié au projet que je pense de financement européen, dans ce cas-là, la position du ministre se tient, puisqu'il y a un projet de financement européen qui a été lancé, où c'est accepté que le contribuable européen, l'argent soit utilisé pour acheter américain, à condition qu'il y ait un pourcentage prévu pour justement créer à terme la propre industrie européenne. Et justement, régler le problème qu'évoquait Camille, c'est-à-dire, OK, on achète dans l'immédiat européen, mais on a un volet où justement, après, d'ici quelques temps, on peut développer nos propres systèmes pour ne pas se retrouver dans la situation qui a été évoquée. Or là, apparemment, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un accord après plusieurs réticences de plusieurs pays. Et au dernier moment, c'est Berlin qui, en fait, a changé de position, en fait, qui a mis un veto, d'où la position assez dure des Français en rétorsion, en mode, genre, c'est soit on revient sur ce qui a été convenu, soit c'est non et pas un euro de contribuable européen pour ça. Après, peut-être que c'était par rapport à d'autres projets, mais si c'est par rapport à celui-là, ça se justifie quand même et ça montre qu'il y a une avancée, c'est qu'on anticipe la suite, c'est-à-dire ne plus être dépendant donc des autorisations américaines pour des matériels qu'on voudrait utiliser. Et juste pour terminer rapidement, je serais assez pessimiste sur la maturité de la classe politique française. Donc oui, je pense qu'il ne doit pas y avoir de trêve estivale. La notion de trêve olympique avait beaucoup eu de mal à tenir l'année dernière, donc je ne pense pas que les Français vont avoir le plaisir de partir en été tranquillement, surtout pour le contexte politique. Je m'arrête ici. Merci Laurent. Je passe maintenant le micro à Maud pour la dernière intervention. Deux mots de conclusion, l'un un peu pessimiste et l'autre plus optimiste. Donc le pessimiste, c'est sur la question ce que mes collègues américains politistes appellent le democracy backsliding et qui n'aura sans doute pas lieu en 2026. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. À savoir qu'en 2026, on va avoir des midterm elections, on en a un peu parlé ce matin, et bien sûr, si on voulait rester européen dans cette parenthèse de Biden avec 2 ans de Trump où il faudrait naviguer en attendant que ça se passe, et puis en attendant un retour des démocrates au Congrès, parce qu'effectivement, Trump a eu une légère marge d'avance, mais pas si grosse que ça. Je pense que c'est pas un pari à faire et que la réaction, elle doit venir tout de suite. D'où le fait de négocier, mais donc peut-être pas de lâcher, si j'ai bien compris ta question, Urbain, mais plutôt de tenir. Et tenir sur certains sujets qui sont aussi des sujets européens. On a parlé un peu d'autonomie, on veut toujours construire cette autonomie stratégique, ce qui paraît extrêmement difficile à l'heure actuelle avec le sujet qui nous occupe. Mais j'aimerais rappeler que l'autonomie stratégique, elle peut aussi se construire en étant ferme sur les questions de souveraineté numérique, de négociation avec nos partenaires américains sur ces questions. Et de manière assez intéressante, c'est ce qui les fait aussi réagir. Donc, c'est un des sujets. L'autre point que j'avais esquissé à la fin de mon intervention, c'était bien sûr le fait de savoir jouer habilement de la carte Chine dans la discussion avec Trump, parce que la grammaire de Trump peut paraître parfois simpliste, celle de son équipe, effectivement, elle est majoritairement anti-Chine. Rubio, qui est le plus articulé d'entre eux, est quand même assez clair sur ces points.
Et puis, dernier élément, les personnes avec qui on doit négocier quand il s'agit aussi de nos intérêts en Europe, c'est bien sûr les membres du Congrès. Alors, même s'ils ne sont pas encore tous MAGA, et il y a toujours eu des consensus bipartisans sur les questions donc de défense et de politique étrangère au Congrès, notamment en ce qui concerne le soutien et l'aide militaire. Et en dehors en fait de la participation des Américains et du soutien souvent bipartisan à l'OTAN, il y a aussi la question des programmes militaires qui sont plus ou des initiatives comme disent les Américains, et notamment l'EDI, le European Deterrence Initiative, qui est forte à propos et qui, donc créée sous Obama, n'avait été fortement amplifiée sous Trump 1, a continué sous Biden en moindre proportion, mais qui est toujours finalement à la main du Congrès. Donc je pense que dans cette affaire, comme beaucoup de choses, il va falloir négocier pas simplement avec l'exécutif, c'est ce que je disais dans mon propos tout à l'heure, avec l'ensemble des acteurs qui comptent sur l'ensemble des dossiers. Donc la négociation est un petit peu plus complexe que de passer uniquement par Trump, puisque oui, c'est sans doute celui sur lequel on aura le moins de marge de manœuvre. Mais Trump, il est empêché, pas par nous les Européens, il est empêché de l'intérieur par les autres acteurs, le Congrès, et aussi les États fédérés sur un certain nombre de sujets, les États fédéraux ayant des représentants et des sénateurs dans ce même Congrès. Donc, il va falloir être très attentif. Il y a plusieurs dossiers sur la table actuellement qui ne sont pas que ukrainiens, je pense au climat par exemple, qui est aussi à la main des États fédérés et pas simplement de l'exécutif. Merci. 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 Donc, merci à tous. Pas de mots de conclusion, mais je pense qu'effectivement, quand on comprend mieux, on a moins peur. Grâce à vous, on comprend mieux. Donc, voilà, je vous remercie tous et je vous propose qu'on applaudisse nos invités.